Une vieille femme sortie de prison après 20 ans, mais sa fille refusa de la laisser entrer chez elle. Et quelque temps plus tard, quand elle se présenta pour demander du travail, elle resta figée de stupeur. « Bonjour, mes chers. Posez vos affaires une minute. J'aimerais vous raconter une histoire qui peut changer la façon dont on regarde ses proches. Écrivez-nous d'où vous nous écoutez. Nous vous souhaitons une bonne écoute. » La pluie tombait à verse, transformant les rues de Lyon en torrents boueux. Rosa se tenait sous le haut-vent d'un immeuble chic, serrant contre sa poitrine un vieux baluchon usé. C'était tout ce qui lui restait de son ancienne vie. L'eau ruisselait de son manteau délavé, formant une flaque autour de ses chaussures élimées, achetées avec la maigre somme qu'on lui avait donnée à sa libération. En face de l'entrée brillait une plaque dorée avec le numéro de l'immeuble, et derrière les portes vitrées on distinguait le sol en marbre et des miroirs dans des cadres dorés. Un contraste brutal avec ce que ses yeux avaient vu pendant 20 ans, du béton gris, des barreaux rouillés, des murs défraîchis. « Est-ce que mon Alma vit vraiment ici ?» pensait Rosa, scrutant la liste des résidents sur l'écran de l'interphone. Il y a longtemps, dans une autre vie, elle et son mari Maurice se serraient dans un petit appartement en périphérie. Et ils s'en contentaient. La petite Alma traversait la rue pour aller à la maternelle, et Rosa travaillait comme infirmière dans une clinique de quartier. Ses yeux, habitués à fouiller la pénombre de la cellule, repérèrent vite un nom familier. Alma Keller, apte. 137. Son cœur se serra, ses doigts crispés sur la poignée de son vieux sac contenant toutes ses affaires après 20 ans derrière les barreaux, un change de linge, une photo de la petite Alma en uniforme d'écolière, un roman usé aux pages cornées, et une lettre jaunie écrite d'une écriture enfantine. La dernière chose qu'elle avait reçue de sa fille. Rosa sortit de sa poche une feuille froissée avec une adresse. Elle avait demandé à son avocat de trouver où vivait sa fille, et il avait eu pitié, avait cherché. Résidence royale, disait la note. Quand on l'avait arrêté, ce genre d'immeuble n'existait pas encore à Lyon. Le quartier était différent, de vieux bâtiments, des garages, un petit marché où elles achetaient des fraises le dimanche. Prenant son courage à deux mains, la femme appuya sur le bouton en face du nom de sa fille. Les bips résonnaient dans le hall vide, surveillés par un agent de sécurité qui dévisageait cette visiteuse trempée avec méfiance. « Qui est là ?» finit par répondre une voix féminine méfiante, devenue étrangère avec les années. « Alma, c'est moi. Maman, Rosa, dit-elle, sa voix tremblante. Elle avait répété ces mots des milliers de fois, imaginant leur rencontre. Parfois, dans ses rêves, sa fille se jetait dans ses bras. Parfois, elle la regardait avec froideur. Mais jamais Rosa n'aurait cru que leurs premiers mots après 20 ans se diraient par un interphone, sous la pluie battante. Un silence pesa, si long que Rosa crut que la ligne avait coupé. Elle allait appuyer de nouveau quand le haut-parleur crépita. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda froidement cette voix, qu'elle peinait à reconnaître comme celle de sa petite fille. C'était la voix d'une femme adulte, sûre d'elle, habituée à donner des ordres. Rosa déglutit. Où était passée la fillette qui lui offrait des cartes faites main pour la fête des mères, qui pleurait quand elle se blessait au genou et courait se réfugier dans ses bras. « Je viens juste de sortir aujourd'hui, » murmura Rosa, essayant de contenir ses larmes. « Je n'ai nulle part où aller, Alma. Notre ancien appartement il y a déjà longtemps que d'autres y vivent. » Elle revit le jour de son arrestation. Maurice, son mari, était encore rentré ivre. Comme d'habitude, il avait commencé à l'insulter, puis à la frapper. Elle avait supporté ça pendant des années. D'abord elle croyait que ça passerait, puis elle craignait qu'Alma ne grandisse sans père. Mais ce soir-là, il avait pris un couteau. Elle ne fit que se défendre, le repousser. Et il était tombé si mal que la lame lui transperça le cœur. « Tu es folle ?» La voix de sa fille la ramena au présent, plus dur. « J'ai une réception ce soir, des partenaires viennent avec leur famille. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Voici ma mère, une criminelle, tout juste sortie de prison ?» Le mot « criminel » lui transperça le cœur plus fort qu'une lame. Rosa ferma les yeux. Elle s'était préparée à cette conversation pendant 20 ans. Elle l'avait rejouée dans ses insomnies, imaginé des milliers de scénarios. Mais la réalité était plus cruelle que tout. « Je ne demande pas grand-chose, ma fille, » dit-elle doucement, luttant pour ne pas pleurer. « Juste passer la nuit. Demain je chercherai du travail, je louerai une chambre. » « Du travail ?» Alma éclata d'un rire amer. « À 65 ans ? Avec un casier ? Maman, ne sois pas ridicule. Tu sais comment le monde a changé ? Il y a les ordinateurs, Internet, les téléphones portables. Même les jeunes ont du mal sans expérience. » Rosa regarda un panneau publicitaire en face de l'immeuble. On y voyait une jeune femme souriante tenant un objet plat et rectangulaire. En prison, elle avait vu des gardiennes avec des téléphones, petits, qui tenaient dans la main. Mais Internet elle ne comprenait pas vraiment. C'était lié aux ordinateurs, dont lui parlait sa codétenue Alba. « Tout ça, ça s'apprend, Alma. Ce qui compte, c'est qu'on peut être ensemble à nouveau, » dit Rosa, sentant la pluie se mélanger à ses larmes. « Tu m'as tellement manqué. Chaque jour je pensais à toi. Je t'écrivais des lettres. Que je n'ai jamais lues, trancha Alma, glaciale. Maman, comprends, j'ai une autre vie. Je suis top manager dans une société internationale. J'ai une réputation, une position. Je suis marié à un homme qui ignore totalement que ma mère a fait de la prison pour meurtre. » Derrière Rosa, une voiture de luxe passa, l'éclaboussant d'eau sale. Elle ne bougea même pas, continuant à fixer l'entrée, comme si elle pouvait voir le visage de sa fille derrière.
Alma, je veux juste te voir, murmura-t-elle. 20 ans tu étais encore une enfant quand tout est arrivé. Tu te souviens quand on allait au parc sur les manèges? Quand je t'apprenais à patiner? Justement, coupa sa fille sèchement. 20 ans. Où étais-tu quand j'ai fini l'école? Quand j'étais à la fac? Quand je me suis marié? Quand j'ai eu un enfant? Tu sais au moins que tu as un petit-fils? Il a déjà 17 ans, il entre à l'université l'an prochain. Rosa inspira convulsivement. Un petit-fils? Elle avait un petit-fils? Un garçon de 17 ans qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle n'avait jamais tenu dans ses bras, à qui elle n'avait jamais chanté de berceuse, qu'elle n'avait jamais accompagné à l'école le premier jour. Cette pensée lui coupa le souffle. Tout près, derrière cette porte vitrée, vivait son propre sang, et elle ne savait même pas à quoi il ressemblait. Je ne savais pas, balbutia-t-elle, sentant ses jambes fléchir. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Comment s'appelle-t-il? À qui ressemble-t-il? Ça n'a pas d'importance, trancha Alma après un silence. Écoute, je vais t'envoyer de l'argent. Pars en Provence, chez tante Annika, tu te souviens d'elle? Elle est toujours vivante, je l'aide de temps en temps. Tu pourras rester chez elle, et moi je t'enverrai de l'argent chaque mois. Mais ne reviens plus jamais ici. Jamais. Maximilien ne doit pas savoir. Il croit que sa grand-mère est morte d'une maladie quand j'étais petite. Quelque chose craqua dans la poitrine de Rosa. Comme une branche sèche brisée sous le pied dans une forêt d'hiver. Sa fille avait dit à son petit-fils qu'elle était morte. Elle l'avait déclarée morte, rayée de leur vie. Une jeune femme passa avec un enfant, jetant un regard curieux à la vieille dame trempée devant l'entrée. Rosa suivit du regard le petit. C'est ainsi, sans doute, que son petit-fils Maximilien avait dû paraître enfant. Maximilien? Quel beau prénom! Qui l'avait choisi? Je comprends, articula-t-elle avec peine. Mais peut-être que tu pourrais sortir? Juste une minute? Je veux seulement te voir et je m'en vais. Je te le jure. Un soupir lourd résonna dans l'interphone. Maman, je n'ai pas le temps. Dans 2 heures les invités arrivent, je dois finir ma présentation et me préparer. Je comprends, murmura Rosa. Tu as toujours été si sérieuse, même enfant. Tu te souviens, quand on faisait le journal mural pour l'école? Tu donnais toutes les instructions, ce titre ici, cette image-là. Maman, la voix d'Alma trahissait l'agacement. Je vais te faire un virement. Tu as bien une carte bancaire? Non, répondit Rosa, déconcertée. Ils nous ont donné du liquide à la sortie. Mon Dieu, évidemment, soupira sa fille avec impatience. Bon, je mettrai l'argent sur un compte, tu le retireras avec ton passeport. Je t'enverrai l'adresse de l'agence par message sur cet interphone. Et maintenant je dois vraiment y aller. Comment il s'appelle? Réussit seulement à demander Rosa, sentant s'échapper sa dernière chance. Ça n'a pas d'importance, répondit Alma après un silence. Maximilien. Il s'appelle Maximilien. C'est un garçon très intelligent, passionné par l'informatique. Adieu, maman. Puis les bips courts résonnèrent. Rosa abaissa lentement sa main. La pluie redoubla, mais elle ne la sentait plus. Les souvenirs l'envahirent d'un coup. Le couteau de cuisine ensanglanté entre ses mains, le visage effrayé d'Alma dans l'encadrement de la porte, les cris des voisins, les sirènes, le juge sévère prononçant la sentence. Maximilien, mon petit-fils, Maximilien, murmuraient ses lèvres. Aime-t-il lire comme elle? Ou est-il comme sa mère, pratique, affairée? Ou peut-être comme son père, que je n'ai jamais connu? Soudain, la porte s'ouvrit et un grand garçon en capuche apparut sur le seuil. Le cœur de Rosa s'arrêta. Était-ce lui? Son petit-fils? Mais le jeune passa devant elle sans un regard, s'éloignant sous la pluie. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. Elle reprit conscience seulement quand un vieux couple passa sous un grand parapluie, observant avec curiosité la femme trempée et son baluchon. « Vous avez besoin d'aide » demanda la vieille dame, tenant le bras de son mari. « Vous attendez quelqu'un » Non, secoua la tête Rosa. « Je n'attends plus personne. Toutes les routes ne ramènent pas à la maison, pensa-t-elle en s'éloignant lentement de l'immeuble. Elle dut passer la nuit à la gare. L'argent ne suffisait que pour un billet de train pour la Provence, mais le départ n'était que le matin. Rosa se blottit dans un coin de la salle d'attente, essayant de passer inaperçue. Un policier lui jeta plusieurs fois un regard suspicieux, mais ne dit rien. Il y en avait trop comme elle. Des égarés, dont personne ne voulait. Impossible de dormir. Les pensées de son petit-fils ne la quittaient pas. À quoi ressemblait-il? Certainement grand. Dans la famille de Maurice, tous les hommes l'étaient. Intelligent aussi. Alma avait toujours eu de bonnes notes. Mais son caractère? Était-il bon? Connaissait-il des mots comme fidélité, comme la volonté de protéger ceux qu'on aime, même au prix de sa liberté? Au petit matin, elle était glacée jusqu'aux os. Dans les toilettes de la gare, elle se lava le visage à l'eau glacée, essaya de se recoiffer. Dans le miroir, une femme épuisée lui rendait son reflet. Des cheveux gris tirés en chignon, des rides profondes, un regard éteint. Était-ce vraiment elle, Rosa? Celle qui autrefois était le cœur d'une bande d'amis, la meilleure infirmière du service, une épouse aimée avant que Maurice ne se mette à boire, une mère attentionnée. Le train pour la Provence partait à 7 heures. Assise près de la fenêtre, regardant défiler les maisons, Rosa pensait à ce qui l'attendait là-bas. Sa tante Annika, si elle vivait encore, devait être bien âgée. Plus de 80 ans. L'accueillerait elle, la nièce revenue de prison? Et surtout, était-elle encore en vie? Alma avait dit que oui, mais...
2 heures plus tard, elle était sur le quai de la petite gare provençale. Ici, presque rien n'avait changé. Les mêmes bancs écaillés, le même kiosque où l'on vendait autrefois de la limonade, remplacé maintenant par de la bière et des cigarettes. Rosa prit lentement la route familière de son enfance vers la maison de tante Annika. La maison était là, vieille, penchée, avec un jardin envahi de mauvaises herbes. Au coup frappé, une vieille femme voûtée, appuyée sur une canne, sortit. « Tante Annika » demanda Rosa, hésitante. La vieille plissa les yeux pour mieux distinguer son visage. « Rosa, est-ce bien toi » balbutia-t-elle de sa bouche édentée. « Je croyais ne jamais te revoir. Alma m'a dit que tu serais bientôt libérée. » Alors, sa fille n'avait pas menti. Elle gardait bien le contact avec sa tante, l'aidait. C'était une petite consolation. « Entre, s'agita tante Annika. Je t'ai préparé une chambre. Alma a envoyé de l'argent, j'ai refait le papier peint et acheté un lit. » Sa fille avait donc tout prévu. Elle savait qu'elle ne laisserait pas sa mère franchir le seuil de sa maison et lui avait préparé une cachette, loin de sa vie prospère. Le lendemain matin, Rosa se réveilla de bonne heure. La décision lui était venue en rêve. Elle ne pouvait pas rester ici, perdue dans cette campagne, parmi des inconnus. En Provence, après 20 ans, il ne restait presque plus personne de ses connaissances. Elle retournerait à Lyon, trouverait du travail, louerait une chambre et vivrait de façon indépendante. Peut-être qu'un jour Alma s'adoucirait. Peut-être que son petit-fils Maximilien voudrait, de lui-même, connaître sa grand-mère. 2 jours plus tard, elle était de retour à Lyon. Elle se rendit d'abord au centre de l'emploi. Là, on devait l'aider à trouver du travail. Même le plus simple, le moins valorisant. Elle avait l'habitude du travail pénible. En prison, elle avait travaillé à la blanchisserie, puis à l'infirmerie. Son expérience d'infirmière lui avait alors été utile. Le lendemain, elle était assise dans le bureau de l'agence, remplissant un formulaire d'une main tremblante. À la case « Dernier emploi », elle s'arrêta, mordillant sa lèvre. Comment écrire que les 20 dernières années, elle les avait passées en prison, et qu'avant cela elle travaillait comme infirmière dans une petite clinique. Qui voudrait l'embaucher, à 65 ans, avec l'étiquette de « meurtrière ». Suivant, lança une voix derrière la cloison. Rosa soupira, rassembla ses papiers et s'avança vers le guichet. Derrière, une femme corpulente d'âge mûr, au visage fatigué et aux cheveux teints, l'attendait. « Asseyez-vous, dit-elle en hochant la tête. Nous n'avons pas beaucoup de postes pour les retraités, mais voyons ce qu'on peut faire. » Elle prit le formulaire, le parcourut des yeux et fronça les sourcils. « Ici, vous n'avez pas indiqué votre dernier emploi, fit-elle remarquer. Rosa hésita. J'étais incarcérée. 20 ans. La femme leva les yeux, la détailla, mais son regard ne montra ni jugement ni dégoût. Seulement une lassitude neutre, celle de quelqu'un qui a tout vu. Je comprends, dit-elle simplement. Vous avez une qualification ? J'étais d'infirmière, répondit doucement Rosa. Enfin autrefois. Mon diplôme n'est plus valable depuis longtemps. Avec un casier, on ne vous prendra pas dans le médical, secoua la tête l'employé. Peut-être femme de ménage ? Plongeuse ? Sinon, il y a un poste d'aide-soignante dans une maison de retraite. Mais c'est dur, et vous avez déjà. Je peux le faire, affirma Rosa d'une voix ferme. À l'infirmerie de la prison, j'ai déjà assumé pire. Et dans une maison de retraite, au moins je me sentirai utile. Comme vous voulez, répondit la femme en haussant les épaules, et elle lui tendit un papier avec une adresse. Voilà, allez là-bas. Demandait Henriette Vital, c'est l'infirmière-chef. Dites que vous venez de notre part. Rosa la remercia et sortit du centre. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit une lueur d'espoir. Elle aurait un travail, un toit, peut-être, une nouvelle vie. La maison de retraite Automne Doré se trouvait à la périphérie, dans un ancien pensionnat. Un bâtiment de 3 étages en briques rouges entouré d'un parc aux tilleuls et érables dépouillés. Rosa resta longtemps devant le portail, rassemblant son courage. Cette odeur, médicaments, nourriture d'hôpital, désinfectant. Elle l'aurait reconnue entre mille. L'infirmerie de la prison sentait pareil. Toujours mieux que la rue, pensa-t-elle en ajustant son foulard décoloré et en époussetant la seule robe convenable qu'elle avait, achetée avec l'argent donné par Alma dans une petite boutique. À l'entrée se tenait une femme rondelette en blouse blanche, ses cheveux roux teints rassemblés en chignon négligé. « Vous cherchez qui » demanda-t-elle en toisant la visiteuse. « Je viens voir Henriette Vital, répondit Rosa, tendant le papier de l'agence. C'est pour le poste d'aide-soignante. » La femme examina la feuille, puis Rosa. « Vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscret » 65, dit-elle honnêtement. « Et vous voulez travailler comme aide-soignante » Son ton trahissait le doute. « C'est très physique, vous savez ? Il faut soulever les patients, les laver, certains font près de 100 kilos. » Rosa se redressa, les épaules fermes. « J'ai été infirmière 20 ans, puis il y a eu des circonstances. Je sais ce que c'est de s'occuper de patients alités. Et j'ai encore de la force. » La femme renifla, mais rendit le papier et désigna le couloir. « 3e porte à droite. Henriette Vital y est, sa réunion se termine. » Rosa la remercia et avança lentement dans le couloir, détournant les yeux des regards curieux du personnel et des résidents. En prison, elle y était habituée. On scrute toujours la nouvelle venue, on jauge, on décide comment se comporter avec elle. Près de la porte indiquée, plusieurs infirmières en blouse blanche attendaient,
probablement la fin de la réunion. L'une d'elles, très jeune, cheveux courts et maquillage voyant, parlait au téléphone. « Oui maman, je vais encore finir tard, » disait-elle. « On manque d'aide-soignante, je dois faire une double. » Quoi? Non, Henriette Vital a promis une prime pour les heures sup. Rosa s'assit sur un banc contre le mur. Le personnel manquait donc vraiment. Peut-être que cela jouerait en sa faveur. En prison, elle n'avait eu sa place à l'infirmerie que parce que personne ne voulait s'occuper des malades. Enfin, la porte s'ouvrit. Une femme élancée d'environ 48 ans sortit, allure impeccable, cheveux châtains tirés en chignon sévère. Son visage montrait la fatigue, mais ses yeux restaient vifs et attentifs. « Henriette, il y a une visiteuse pour vous, » dit l'employé de garde en désignant Rosa. L'infirmière-chef s'arrêta, posa son regard sur elle. « Entrez, » dit-elle en montrant la porte de son bureau. Le bureau était petit mais accueillant. Sur le bureau, quelques photos de famille dans des cadres. Henriette s'assit et fit signe à Rosa de prendre place en face. « Je vous écoute. » Rosa tendit le papier de l'agence et expliqua brièvement la raison de sa visite. Henriette parcourut le document avec attention. La case « Dernier emploi » est vide, nota-t-elle. Où avez-vous travaillé ces dernières années? Rosa déglutit. Voilà, le moment de vérité. Elle aurait pu mentir, inventer quelque chose. Mais elle était trop fatiguée des mensonges. 20 ans sans pouvoir dire la vérité sur cette soirée où elle n'avait fait que se défendre. 20 ans à porter l'étiquette de meurtrière. J'ai été incarcérée, dit-elle doucement. 20 ans pour homicide. Mais je n'ai pas tué, ajouta-t-elle précipitamment en voyant le visage de son interlocutrice se tendre. C'était de la légitime défense. Mon mari. Ce n'est pas mon affaire, la coupa Henriette. Vous avez purgé votre peine, donc vous avez payé votre dette à la justice. Mais elle hésita. Ici, nous travaillons avec des personnes fragiles, âgées, souvent dépendantes. Je dois être certaine que... Je n'ai jamais fait de mal volontairement à qui que ce soit, répondit Rosa d'une voix ferme. Il y a 20 ans, je me suis défendue contre un mari violent qui me battait depuis des années. Ce soir-là, il avait un couteau. Je l'ai repoussé. Il est tombé sur sa propre lame. Henriette la fixa longuement, comme pour percer au-delà de ses mots. Avant ça, j'ai travaillé 20 ans comme infirmière, reprit Rosa. Ensuite, en prison, j'étais aide-soignante à l'infirmerie. J'ai de l'expérience auprès de malades, et j'ai un besoin vital de ce travail. Un silence pesa. Dehors, une corneille croassa, un son sec et inquiétant qui ramena Rosa à la réalité. Si elle n'était pas prise ici, il lui faudrait accepter un poste de femme de ménage ou de balayeuse. Et avec son dos fragile, ce serait terrible. Très bien, dit soudain Henriette. On vous prend à l'essai. 1 mois. Si vous tenez, vous resterez. C'est un travail dur, 12 heures d'affilée, 2 jours de suite puis 2 de repos. Le salaire n'est pas élevé, mais vous aurez une chambre ici, et les repas sont fournis. Du réfectoire, mais correct. Rosa retint à peine ses larmes de soulagement. Un emploi, un toit, c'était plus qu'elle n'espérait. Merci, souffla-t-elle. Je ne vous décevrai pas. Je l'espère, répondit Henriette en hochant la tête. Nous manquons cruellement de personnel, surtout pour les cas lourds. Pouvez-vous commencer demain? Bien sûr, s'empressa Rosa. Alors voici votre badge, dit Henriette en remplissant un formulaire qu'elle lui tendit. Avec ça, allez voir le régisseur, il vous montrera votre chambre. Et demain à 8 heures, je vous attends ici. Nous ferons la formation et la visite des lieux. Rosa se leva, remercia et s'avança vers la porte. Mais au moment de sortir, Henriette la rappela. Une chose encore mieux vaut ne rien dire aux résidents de votre passé. Beaucoup ont des préjugés. Vous comprenez? Je comprends, acquiesça Rosa. Merci à vous. La chambre était minuscule. À peine 6 mètres carrés. Un lit étroit, une armoire, une table, une chaise et un petit frigo qui ronronnait dans un coin. Mais après une cellule partagée à 8, c'était un paradis. Son espace à elle. Pas de vacarme métallique, pas de cris de surveillante, pas de ronflement de codétenus. Ses affaires tenaient dans un seul tiroir. Après avoir fait le lit avec les draps donnés par le régisseur, Rosa s'allongea et ferma les yeux. Demain commencerait sa nouvelle vie. Une vie libre, malgré le fardeau de son passé. Le matin, on l'affecta à l'unité des grabataires. La plus difficile, comme lui glissa une infirmière. Là se trouvaient ceux qui ne pouvaient plus bouger seuls, beaucoup atteints de démence ou victimes d'AVC. Nous appelons cet étage le Havre tranquille, expliqua Henriette pendant la visite. Ce sont nos cas les plus lourds. La plupart ne quittent pas leur lit, certains ne parlent presque pas. Votre travail, maintenir la propreté des chambres, changer le linge, aider les infirmières aux soins d'hygiène, nourrir ceux qui ne peuvent pas manger seuls. Elles s'arrêtèrent devant une chambre au bout du couloir. Sur la porte, une plaque, G. B. Croze. C'est notre patient particulier, dit Henriette à voix basse. Georg Croze, professeur de littérature. Il a fait un AVC il y a 3 ans, paralysé presque entièrement. Il ne parle que par bribes. Ses enfants paient son séjour très généreusement, c'est pourquoi il a une chambre à part. Elle ouvrit doucement la porte. La pièce était lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur le parc. Contre le mur, un lit médicalisé où reposait un vieil homme amaigri aux cheveux blancs. Son visage portait les traces de l'AVC, mais ses yeux fixés sur la fenêtre brillaient d'une conscience intacte. « Georg, voici une nouvelle aide-soignante, dit doucement Henriette. C'est Rosa, elle va s'occuper de vous. »
L'homme tourna lentement la tête. Son regard, lourd et scrutateur, rappela à Rosa celui du juge énonçant sa sentence. « Non, articula-t-il avec peine. Pas besoin. »« Si, Georg, répliqua Henriette avec patience. Vous savez bien que vous avez besoin d'aide. Rosa est très expérimentée, elle était infirmière. » Le patient détourna les yeux vers la fenêtre, mettant fin à la conversation par son silence. « Il est toujours comme ça, soupira Henriette en quittant la chambre. Il refuse qu'on l'aide, honteux de sa faiblesse. Mais ne faites pas attention, faites simplement votre travail. Avec le temps, il s'habituera. » La journée passa sans qu'elle s'en aperçoive. Rosa aida les infirmières, nettoya les sols, changea les draps, nourrit les malades alités. Le travail était dur physiquement, mais familier. À l'infirmerie de la prison, elle faisait la même chose, dans des conditions bien pires et avec beaucoup moins de moyens. Le soir, épuisée mais satisfaite, elle regagna sa chambre. En se déshabillant, elle heurta par accident la photo d'Alma posée sur la table de chevet. Le cadre tomba, le verre se fendit. Mauvais présage, pensa Rosa en retirant précautionneusement la photo des éclats. Sa fille n'avait pas plus de 14 ans sur ce cliché. L'uniforme scolaire, les tresses ornées de rubans. C'était leur fête de fin d'année, en mai 1993. Un mois avant que tout ne bascule. « Ce n'est rien, Alma, » murmura Rosa en regardant la photo. « Je vais y arriver. Et peut-être qu'un jour tu comprendras. » Les jours s'enchaînèrent, formant des semaines. Rosa s'habitua à son travail, fit connaissance avec le personnel et les résidents de la maison de retraite. Avec beaucoup, elle tissa des liens chaleureux. Elle savait trouver les mots justes, elle faisait preuve de patience et d'attention. Seul Georg restait inaccessible. Il supportait les soins nécessaires, mais détournait la tête quand Rosa tentait de lui parler. « Ne vous tracassez pas », la réconfortait l'infirmière Sylvie. « Il est comme ça avec tout le monde. Depuis son AVC, il ne parle quasiment pas. Même quand ses enfants viennent, il se contente de hocher la tête ou de la secouer. » Un jour, passant devant sa chambre, Rosa entendit un faible bruit. Elle entra et vit le patient essayer d'attraper un livre posé sur la table. Sa main paralysée glissait impuissante sur le drap. « Laissez-moi vous aider », proposa-t-elle en s'approchant. L'homme se figea, puis hocha lentement la tête. Elle lui tendit un volume de récits de Sherlock Holmes. Georg le prit avec peine, mais ses doigts ne lui obéissaient pas. Le livre lui échappa et tomba au sol. « Merde » souffla-t-il, et Rosa fut stupéfaite de voir des larmes dans ses yeux. Des larmes d'impuissance et d'humiliation. « Je peux vous lire » suggéra-t-elle en ramassant l'ouvrage. « Quel récit voulez-vous » Georg la regarda longuement, comme s'il prenait une décision. Puis il articula doucement. « Le chien des Baskerville » Rosa trouva l'histoire et commença à lire. Sa voix d'abord hésitante se raffermit peu à peu, portée par le texte. En prison, elle avait souvent lu à voix haute pour ses codétenus. Cela aidait à passer les soirées interminables, à oublier un peu l'angoisse. Quand elle s'arrêta, Georg la fixait d'un autre regard. « Vous lisez bien, dit-il avec effort. Encore. » Dès lors, un rituel s'installa. À la fin de sa journée, Rosa passait dans sa chambre et lisait. Peu à peu, elle remarqua que sa parole devenait plus claire, son regard plus vif. « Vous faites un vrai miracle, » lui dit un jour Henriette, en la surprenant en pleine lecture. « Depuis que vous vous occupez de lui, il est bien plus actif. Même l'orthophoniste n'en revient pas de ses progrès. » « Il lui manquait juste de la compagnie, » répondit Rosa avec simplicité. « Les livres sont précieux, mais un échange vivant l'est encore plus. » Un soir, alors qu'elle rangeait le livre, elle sentit que Georg la fixait intensément. « Où avez-vous appris à lire comme ça » demanda-t-il. Rosa hésita. D'ordinaire, elle évitait d'évoquer son passé. Mais avec lui, elle ressentit l'envie d'être sincère. « En prison » répondit-elle doucement. « Là-bas, on a beaucoup de temps pour lire. » Elle s'attendait à voir dans ses yeux de la peur ou du rejet. Mais elle n'y lut qu'une curiosité tranquille. « Pourquoi ?»« Pour meurtre » dit-elle encore plus bas. Mais c'était de la légitime défense. Mon mari il a levé un couteau sur moi, j'ai seulement voulu me protéger. Georg resta longtemps silencieux, les yeux fixés sur les feuilles qui tombaient dehors. Je sais, dit-il enfin. Qu'est-ce que vous savez s'étonna Rosa. Vous, je vous connais. Rosa le dévisagea, interdite. Comment cet homme pouvait-il la connaître? J'étais au procès, articula Georg avec peine. Témoin. La chambre sembla vaciller. Rosa s'agrippa au dossier de la chaise pour ne pas fléchir. Vous étiez témoin à mon procès murmura-t-elle. Mais je ne me souviens pas de vous. Le voisin, expliqua Georg. J'habitais à l'étage au-dessus. J'ai entendu les cris. J'ai vu quand il vous frappait. La mémoire de Rosa s'agita, cherchant des images anciennes. Le voisin du dessus? Oui, il y avait un professeur là, toujours avec des livres et des journaux. Discret, presque invisible. Était-ce vraiment lui? Vous avez témoigné? Demanda-t-elle, le cœur battant. Georg secoua lentement la tête. Non, je ne suis pas venu. J'ai eu peur. Mais vous venez de dire que vous étiez au tribunal, Rosa ne comprenait plus. Dans la salle, corrigea-t-il. Je regardais, mais je n'ai pas pris la parole. Rosa resta silencieuse, tentant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Cet homme savait la vérité. Il avait vu Maurice la frapper, il aurait pu confirmer qu'elle subissait depuis des années. Et il s'était tu.
Il s'était tu alors qu'un seul mot de sa part aurait pu changer la sentence. Pardonnez-moi, murmura Georg Grosz, les larmes aux yeux. J'aurais dû. Mais Rosa n'écoutait déjà plus. Elle sortit en trombe de la chambre, refermant violemment la porte derrière elle. Dans ses oreilles bourdonnait un vacarme assourdissant, des taches rouges dansaient devant ses yeux. 20 ans. 20 ans arrachés à elle, à Alma, à leur famille. Tout ça parce qu'un homme avait choisi de se taire. Elle ne sut pas comment elle rejoignit sa chambre. Tout lui paraissait flou, comme dans un brouillard. Assise sur son lit, elle serrait et desserrait les poings, luttant contre la tempête intérieure. Il y avait donc eu un témoin. Quelqu'un qui savait et qui aurait pu corroborer ses paroles. Quelqu'un qui aurait pu lui éviter ces 20 années effroyables, et qui s'était tu. L'image du procès surgit dans son esprit. Le procureur réclamant la peine maximale pour un meurtre domestique prémédité. L'avocat commis d'office, feuilletant son dossier sans conviction. Et elle, hébétée, répétant sans cesse « Je me suis seulement défendu ». Personne ne l'avait cru. La voisine, qui voyait souvent Maurice ivre, ne se souvenait plus soudain de son agressivité. L'officier de police, à qui Rosa avait signalé 2 fois des coups, ne retrouva aucune note dans ses rapports. Et ce voisin, Georg, qui l'avait entendu et vu, n'était jamais venu témoigner. Il a eu peur, pensa-t-elle amèrement. De quoi? Des représailles? Du jugement des autres? Ou simplement, il ne voulait pas s'embarrasser des problèmes d'autrui? Un coup frappé à la porte la sortie de ses pensées sombres. Henriette apparut, le visage inquiet. « Rosa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Georg est bouleversé. Il essayait de m'expliquer quelque chose, mais je n'ai rien compris. Vous vous êtes disputé? Rosa détourna le regard vers la fenêtre. Fallait-il dire la vérité? Révéler que cet homme avait contribué à briser sa vie? Non. Cela ne changerait rien, sauf à lui faire perdre son travail. Tout va bien, dit-elle enfin. On a juste parlé du passé. Ça m'a un peu ému. Demain, ça ira mieux. Henriette la fixa avec doute, mais n'insista pas. Très bien. Reposez-vous. Demain, vous commencez à 8 heures. Restée seule, Rosa demeura longtemps immobile. Sa colère s'éteignait peu à peu, remplacée par une douleur sourde, une fatigue écrasante. À quoi bon se ronger maintenant? Rien ne lui rendrait ces années, ni la proximité avec sa fille, ni les joies perdues de voir grandir son petit-fils. Tout cela était définitivement derrière elle. Son regard se posa sur la photo fendue d'Alma. Peut-être qu'avec un autre verdict, tout aurait été différent. Peut-être serait-elle restée proche. Peut-être connaîtrait-elle aujourd'hui son petit-fils. Ou peut-être que Maurice m'aurait tué la fois suivante, songea Rosa. Qui peut savoir? Le passé ne s'efface pas. On ne peut que l'accepter et continuer. C'était l'une des rares leçons que la prison lui avait inculquées. Le lendemain, elle reprit son service comme si de rien n'était. Elle accomplit ses tâches, parla avec le personnel et les résidents, mais tout lui paraissait irréel, comme dans un demi-sommeil. Seule la chambre de Georg, elle l'évitait soigneusement, confiant sa surveillance à une autre aide-soignante. « Quelque chose ne va pas ?» demanda celle-ci. « Vous vous entendiez bien avec lui pourtant. »« Je préfère éviter aujourd'hui, » répondit Rosa. « Demain, je m'en occuperai. » Mais le lendemain, elle esquiva encore. Et le surlendemain. Henriette finit par remarquer et la convoqua. « Rosa, ça ne va pas, dit-elle d'un ton ferme. Georg vous réclame. Il refuse les soins, ne prend plus ses médicaments, ne mange pas. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, il faut régler ça. Sinon je devrais reconsidérer votre affectation. »« Je comprends, dit doucement Rosa. J'irai lui parler ce soir. » Le soir venu, rassemblant tout son courage, elle frappa à la porte familière. Sans attendre de réponse, elle entra. Georg était tourné vers la fenêtre. En entendant ses pas, il pivota lentement la tête. Son visage s'était creusé, ses yeux entourés de cernes sombres. « Vous êtes venu, souffla-t-il, soulagé. » Rosa s'approcha sans un mot, ajusta son oreiller. Elle saisit la carafe, versa de l'eau et posa un verre sur la table. « Vous devez boire davantage, dit-elle d'un ton neutre. Et prendre vos médicaments à l'heure. »« Pardonnez-moi, murmura Georg. J'aurais dû venir, j'aurais dû parler. »« Cela n'a plus d'importance, répondit-elle, s'efforçant de garder une voix calme. Tout cela appartient au passé. »« Non, secoua-t-il la tête, les yeux embués. Ce n'est pas du passé. Je vis avec ça chaque jour. Je le revois chaque nuit en rêve. » Rosa s'assit sur une chaise près de son lit. Quelque chose dans son ton, dans ses yeux, la retint et l'incita à l'écouter. « J'ai été lâche, continua-t-il, peinant à articuler. Ma carrière, ma réputation, je ne pensais qu'à moi. » Il s'interrompit, reprit son souffle avec difficulté. Mais on devinait qu'il s'était préparé à ce moment. J'entendais ses cris, ses coups. Chaque soir, dit-il encore. Plusieurs fois, j'ai voulu appeler la police. Mais j'ai eu peur. Je me disais, ce n'est pas mon affaire. Rosa resta muette, ses mains crispées sur ses genoux, les jointures blanchies. Ce soir-là, Georg ferma les yeux une seconde, comme pour revoir la scène vieille de 20 ans, je l'ai entendu rentrer. Ivre, violent. Il hurlait qu'il allait vous tuer. Puis, le vacarme, vos cris. Rosa eut un frisson. Elle se souvenait elle aussi de ce soir-là, comme si c'était hier. Maurice était rentré tard, ivre à ne plus tenir debout. Il s'était mis à jeter des objets, à l'accuser d'adultère, de dilapider son argent. Puis il l'avait frappée, et elle était tombée.
Quand il avait saisi le couteau de cuisine, elle avait cru que c'était la fin. Par miracle, elle avait réussi à le repousser, et il s'était effondré, transpercé par sa propre lame. J'ai entendu la police arriver, poursuivit Georg. Quand ils vous ont emmené, j'ai vu le visage apeuré de votre fille dans l'encadrement de la porte. J'ai voulu m'approcher, dire que je savais la vérité. Mais, vous ne l'avez pas fait, compléta Rosa. Sa voix n'avait pas de reproche, seulement une immense lassitude. Je ne l'ai pas fait, répéta Georg comme un écho. Et plus tard, au procès, je me suis encore tu. J'étais là, assis dans la salle, et je n'ai rien dit. Il reprit son souffle avec difficulté. Ensuite j'ai commencé à boire. Chaque nuit, je vous voyais dans mes rêves. Vos yeux quand on vous emmenait. Votre fille, seule dans l'escalier. J'ai quitté l'université, j'ai tout perdu. Ma femme est partie. Mes enfants m'ont tourné le dos. Rosa l'écoutait, surprise. Elle n'aurait jamais imaginé que sa tragédie ait pu bouleverser à ce point la vie de quelqu'un d'autre. Puis je me suis repris, continua Georg. Je suis retourné enseigner. J'ai écrit un livre. J'ai obtenu le titre de professeur. Mais au fond le ver de la culpabilité ne m'a jamais quitté. Il plongea ses yeux dans les siens. Quand l'AVC est arrivé, j'ai cru que c'était une punition. Méritée. Un silence pesant envahit la chambre, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge et les voix lointaines dans le couloir. Rosa le contemplait, cet homme brisé par la maladie et découvrait elle, par sa propre conscience. Peu à peu, sa colère s'atténuait. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» demanda-t-elle enfin. « Pour que je vous pardonne ? Pour soulager votre conscience ?» Non, secoua la tête Georg. Pas pour le pardon. Seulement pour que vous sachiez que je comprends ce que j'ai fait. Et si je peux réparer ? Il s'interrompit, pris d'une quinte de toux. Rosa lui tendit de l'eau et soutint sa tête pendant qu'il buvait. « Qu'est-ce que vous pourriez réparer ?» dit-elle doucement, quand il se calma. « Me rendre mes 20 années perdues ? Me rendre ma fille, qui a honte de moi ? Me donner la chance de voir grandir mon petit-fils ?» Le regard de Georg reflétait une douleur si profonde que Rosa comprit soudain, cet homme avait souffert autant qu'elle toutes ces années. À sa manière, mais souffert. Et maintenant, cloué à son lit, impuissant, il voyait en elle non pas seulement une aide-soignante, mais le fantôme vivant de sa faute, le rappel constant de sa lâcheté passée. « Je ne sais pas si je pourrai vous pardonner, dit-elle avec sincérité, mais je peux essayer de comprendre, et de ne plus nourrir de haine. » Elle se leva, ajusta son drap, prit un livre sur la table de chevet. « Je vais continuer à vous lire, dit-elle, et à vous soigner comme il se doit. Le reste le temps décidera. » Georg acquiesça, une larme glissant sur sa joue. « Merci, souffla-t-il. » Rosa ouvrit le livre et reprit la lecture. Les phrases familières s'écoulaient comme une rivière, emportant peu à peu l'amertume et la douleur. Elle ne savait pas si elle pourrait jamais lui pardonner vraiment. Mais elle savait qu'entretenir la colère, c'était rester prisonnière, même en liberté. Un mois passa. Petit à petit, les relations entre Rosa et Georg s'apaisèrent. Elle continuait à lui lire, et lui, en retour, s'efforçait de parler davantage. Lentement, difficilement, mais avec plus de clarté chaque jour. Parfois, ils échangeaient même quelques conversations, sur les livres, sur la vie en prison, sur les changements du monde en 20 ans. Internet, les portables, disait Georg. Tout est différent. Nos étudiants ne comprennent même pas comment on vivait sans ça. Moi non plus je ne comprends pas, avoua Rosa. J'ai un vieux portable à touche. Henriette me l'a donné grâce à un fonds caritatif. Juste pour les urgences. Mon petit-fils vous aidera, proposa Georg. Il vient le jeudi. C'est un garçon brillant. Ce jeudi-là, Rosa était de service. Elle vit entrer dans la chambre un grand adolescent, sac à dos sur l'épaule. Blond, sérieux, des lunettes sur le nez. Rien à voir avec les jeunes bruyants qu'elle voyait traîner dans les rues 20 ans plus tôt. « Voici Dominique, mon petit-fils, dit Georg quand Rosa entra pour changer la perfusion. Et voici Rosa, elle me sauve la vie. Bonjour, dit poliment le garçon. Mon grand-père m'a beaucoup parlé de vous. Il dit que vous lisez à merveille. Votre grand-père exagère, répondit Rosa, un peu gênée. Excusez-moi, je ne vais pas vous déranger. Vous avez si peu de temps ensemble. Ce n'est rien, protesta Georg. Dominique est venu aujourd'hui avec une grande nouvelle. Dis-lui. Le visage du jeune s'illumina. J'ai été admis à la Sorbonne, en journalisme. Vous imaginez ? 20 candidats pour une seule place. Félicitations, dit Rosa avec un sourire sincère. C'est magnifique. Tout comme moi, dit Georg fièrement. J'y ai étudié aussi. Rosa eut un pincement au cœur en pensant à Maximilien. Lui aussi avait 17 ans. Lui aussi se préparait sûrement à entrer à l'université. Mais où ? Que aimait-il ? Elle ne le saurait jamais. Comme s'il lisait dans ses pensées, Georg ajouta soudain. Rosa est aussi grand-mère. Elle a un petit-fils de ton âge. Vraiment ? S'intéressa Dominique. Et il fait quoi, lui ? Je ne sais pas, répondit Rosa d'une voix basse. Nous n'avons pas de contact. Pardon, dit le jeune homme, gêné. Je ne voulais pas. Ce n'est rien, sourit Rosa. La vie est ainsi. L'important, c'est qu'il existe, quelque part. Elle termina son geste avec la perfusion et se dirigea vers la porte. Mais Georg la retint. Attendez. Dominique voulait vous aider avec votre téléphone. Le garçon acquiesça. Mon grand-père m'a dit que vous aviez besoin d'un coup de main pour le portable. Je peux vous montrer les bases. C'est facile.
Rosa hésita. D'un côté, elle avait vraiment besoin d'aide. Ce nouveau monde de technologie l'effrayait, la déroutait. De l'autre, elle se sentait gênée de prendre le temps d'un adolescent venu rendre visite à son grand-père malade. « Ne vous inquiétez pas, je serai ravi de vous aider, » dit Dominique, comme s'il avait deviné ses pensées. « Et en même temps, je raconterai les dernières nouvelles à mon grand-père. Il aime être au courant de tout. » Ainsi, sans trop savoir comment, Rosa se retrouva assise au bord d'un fauteuil, écoutant les explications patientes de Dominique sur l'usage d'un téléphone portable, tandis que Georg observait avec fierté son petit-fils. « Si seulement je pouvais être assise ainsi aux côtés de Maximilien, » pensa-t-elle avec amertume. Mais elle se reprit aussitôt. Inutile de se perdre dans des rêves stériles. Elle devait se concentrer sur ce qu'elle avait. Et ce n'était pas rien, un travail, un toit, une vie qui reprenait forme. Et ce jeune garçon, pas le sien, mais bienveillant et généreux, qui lui montrait avec patience comment envoyer des messages et chercher des informations dans ce mystérieux Internet. À la mi-octobre, une commission d'un fonds caritatif arriva à la maison de retraite. Henriette était nerveuse, le personnel s'affairait à rendre chaque recoin impeccable, et l'on demandait aux pensionnaires d'être particulièrement aimables avec les visiteurs. Rosa n'y prêta pas beaucoup d'attention. En prison, les inspections étaient fréquentes, et elle connaissait bien ce remue-ménage autour des supérieurs. Le fonds Lien des générations fait énormément pour nous, lui expliqua l'infirmière Sylvie pendant qu'elle changeait les draps d'une chambre. C'est grâce à eux qu'on a rénové le 3e étage, acheté des médicaments, et même nos salaires sont partiellement subventionnés. Alors il faut donner bonne impression, sinon ils couperont les aides. Qui dirige ce fonds ? Demanda Rosa en lissant un drap. Une femme d'affaires. Je ne l'ai jamais vue. C'est d'ordinaire son adjoint qui vient, c'est Henriette qui s'en occupe. Mais paraît-il qu'aujourd'hui, c'est la présidente elle-même. Des voix se firent entendre dans le couloir. Henriette expliquait vivement quelque chose en désignant la salle à manger. Rosa passa la tête par la porte et se figea. À 2 pas d'elle, de dos, se tenait une femme en tailleur bleu marine, les cheveux blonds tirés en un chignon impeccable. Elle notait des remarques sur une tablette, écoutant attentivement Henriette. Cette posture assurée, ce geste caractéristique pour replacer une mèche. La respiration de Rosa se coupa. Alma ? Était-ce vraiment sa fille ? À ce moment précis, la femme se retourna et leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de la visiteuse, une étincelle de surprise passa, aussitôt remplacée par une froide indifférence. Elle détourna la tête, comme si elle n'avait pas vu Rosa, et poursuivit sa conversation avec Henriette. C'était bien Alma. Rosa recula lentement dans la chambre, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Elle s'adossa au mur, tentant de calmer ses émotions. « Vous avez vu un fantôme ?» chuchota Sylvie, remarquant son trouble. « Juste un petit vertige, » mentit Rosa. « Ça va passer. » La délégation continua sa visite dans le couloir. Rosa entendit Henriette présenter le nouvel équipement de kinésithérapie, puis les voix s'éteignirent, descendues sans doute au rez-de-chaussée. « Je vais fumer une cigarette, » dit Sylvie. « Vous pouvez finir cette chambre seule ?» Rosa acquiesça. Restée seule, elle s'assit au bord d'un lit, tentant de reprendre ses esprits. Alma était là. Sa fille. Présidente du fonds caritatif qui soutenait cette maison de retraite. Quelle ironie du sort, 20 ans sans se voir, et maintenant leur destin se croisait ici. Rosa simple employée, Alma mécène. Que faire ? Aller lui parler ? Mais Alma avait été claire, elle ne voulait pas de contact. Elle n'avait même pas daigné la saluer, avait feint de ne pas la reconnaître. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone portable. Grâce à Dominique, le petit-fils de Georg, Rosa en maîtrisait désormais les fonctions essentielles, même si bien des choses restaient obscures. « Allô ?» dit-elle avec hésitation, portant l'appareil à son oreille. « Rosa ?» C'était la voix d'Henriette. « Venez vite dans mon bureau, s'il vous plaît. C'est urgent. » Le ton tendu lui serra le cœur. Alma avait-elle exigé son renvoi ? Mais pourquoi ? Elle faisait correctement son travail, les patients l'appréciaient. Dans le bureau d'Henriette, l'air était lourd. La responsable était assise derrière son bureau, et dans le fauteuil des visiteurs trônait Alma, le visage fermé, impassible. « Entrez, Rosa, » dit Henriette. « Alma Keller souhaite vous parler. »« Seule, s'il vous plaît, » ajouta Alma froidement. Henriette la regarda avec surprise, mais obtempéra. Elle se leva et sortit, refermant soigneusement la porte. Mère et fille se retrouvèrent seules. Rosa resta figée près de l'entrée, incapable de bouger. Alma, assise bien droite, les mains posées sur les genoux, exactement comme dans son enfance quand elle se savait fautive mais refusait de l'admettre, la fixait de son regard glacé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda enfin Alma. Sa voix n'exprimait pas de colère, seulement une immense lassitude. « Je travaille, » répondit doucement Rosa. « Je t'avais dit que je trouverais un emploi. » « À l'Automne d'Or ? Dans un établissement financé par mon fonds ?» Alma secoua la tête. « C'est grotesque. Tu es venu exprès ici ? Tu me surveillais ? » Quoi ? Rosa resta interdite. « Bien sûr que non. Le centre pour l'emploi m'a envoyé. Je ne savais même pas que tu étais lié à cet endroit. Je l'ai découvert seulement aujourd'hui. » Alma la dévisageait, comme si elle cherchait à déceler un mensonge. Mais Rosa disait vrai, et sa fille le sentit sans doute. « Très bien, » finit par dire Alma. « Je te crois. Mais maintenant, tu vas devoir partir. » « Partir ?
répéta Rosa comme un écho. Mais pourquoi? Je travaille bien, on m'apprécie ici. Parce que je ne peux pas, à chaque visite, tomber sur toi, répondit Alma sèchement. C'est trop. J'ai construit ma vie sans mère pendant 20 ans. J'ai fait carrière, fondé une famille, créé un fonds. Et voilà que tu réapparais, comme si de rien n'était. Mais je ne suis pas coupable de ce qui est arrivé, dit doucement Rosa. Je me suis défendu. Ton père. Pas la peine, coupa Alma. Je ne veux pas entendre à quel point il était mauvais. Peut-être qu'il n'était pas parfait, mais il ne méritait pas ce que tu lui as fait. Rosa secoua la tête. Bien sûr, Alma avait été trop jeune pour comprendre l'ampleur du cauchemar. Elle n'avait vu qu'un père qui rentrait ivre et criait parfois. Mais les bleus, Rosa les avait toujours dissimulés. Les côtes cassées, un accident domestique. La lèvre fendue, une visite ratée chez le dentiste. Alma, dit Rosa d'une voix douce, je comprends ce que tu ressens. Je ne te demande pas de me reprendre dans ta vie. Mais laisse-moi au moins rester ici, à ce travail. J'ai enfin un toit, un revenu, une chance de recommencer. Tu as l'argent que je t'ai envoyé, répliqua Alma. Et la maison de tante Annika. Tu peux y vivre. Tante Annika est morte il y a 3 semaines, murmura Rosa. Alma eut un sursaut. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comment aurais-je pu? Tu ne m'as pas donné ton numéro. Je n'avais aucun moyen de te joindre. Un lourd silence tomba. On entendait la pluie fouetter la fenêtre, et plus loin dans le couloir, le rire éclatant d'une infirmière. Je suis désolé, dit enfin Alma. Tante Annika était une bonne personne. Mais ça ne change rien. Tu vas devoir trouver un autre travail. Rosa resta muette, les yeux fixés sur les feuilles jaunes qui tourbillonnaient derrière la vitre. Tu sais que tu as un petit-fils? Demanda-t-elle soudain. Oui, Maximilien. Il a 17 ans. Il se prépare sûrement à l'université, comme Dominique. Comment tu connais Dominique? Demanda Alma, brusquement sur ses gardes. C'est le petit-fils de Georg, mon patient, expliqua Rosa. Il vient chaque semaine. C'est un garçon bien. Il m'a appris à utiliser mon téléphone. Alma fronça les sourcils. Attends, Georg Grosz? Le professeur de littérature? Oui, confirma Rosa. Après son AVC, il parlait à peine, mais maintenant il va mieux. Je lui lis, et il. Je connais Georg Grosz, l'interrompit Alma. Il faisait partie du conseil de notre fonds. Un homme très respecté. Et toi, tu t'occupes de lui? Oui, depuis 3 mois. Alma tapota distraitement la table du bout des doigts, visiblement en pleine réflexion. Bien, dit-elle enfin. Je vais parler à Henriette. Tu peux rester. Mais à une condition, tu ne dis à personne que tu es ma mère. Ni au personnel, ni aux patients. À personne. Et tu ne cherches pas à me contacter, ni moi, ni ma famille. Est-ce clair? Rosa sentit sa gorge se serrer. Sa propre fille la reniait, comme une pestiférée. C'est clair, dit-elle dans un souffle. Mais puis-je au moins voir mon petit-fils? Une seule fois de loin? Alma s'apprêtait à refuser, mais un éclat de douleur et d'espérance dans les yeux de sa mère l'arrêta. Je vais y réfléchir, concéda-t-elle à contre-cœur. Maintenant je dois y aller. La commission n'a pas terminé sa visite. Elle se leva, rajusta sa veste et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna. Au fait, comment sais-tu que Maximilien va bientôt entrer à l'université? Tu l'as dit toi-même lors de notre rencontre, rappela Rosa. Qu'il avait 17 ans et qu'il entrerait l'an prochain. Alma hocha la tête. C'est vrai. Bon, au revoir. Au revoir, ma fille, murmura Rosa. Mais Alma avait déjà refermé la porte. La rumeur selon laquelle la présidente du Fonds Lien des Générations connaissait Rosa se répandit vite dans les couloirs. Personne ne savait vraiment quelle était leur relation, mais tous avaient remarqué leur tête-à-tête et le changement soudain d'attitude d'Henriette envers Rosa. On dit qu'elles ont étudié ensemble, chuchota Sylvie en servant la purée de pommes de terre aux pensionnaires. Rosa ne corrigea rien. Elle continuait simplement son travail, tâchant de ne pas penser à sa propre fille qui refusait de reconnaître leur lien de sang. Dans la chambre de Georg, elle n'évoqua pas non plus la rencontre. Mais le professeur, sensible au moindre trouble, perçut aussitôt son malaise. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il quand Rosa, distraite, laissa tomber un verre pendant sa tournée du soir. « Rien, dit-elle en ramassant les éclats. Juste une journée difficile. »« Je ne vous crois pas, secoua la tête Georg. Vous semblez égaré. » Rosa soupira. En quelques mois, elle avait appris à confier à cet homme ses pensées les plus profondes. Malgré leur passé compliqué, ou peut-être à cause de lui, un lien particulier s'était tissé entre eux. Pas de l'amitié, mais une compréhension silencieuse. « J'ai vu ma fille aujourd'hui, avoua-t-elle en s'asseyant au bord du lit. Elle dirige le fonds qui soutient cette maison. » Georg haussa les sourcils, surpris. « Alma Keller? Lien des générations ?» Cette fois, ce fut Rosa qui resta interdite. « Vous la connaissez? » « Bien sûr, répondit Georg. J'étais membre du conseil du fonds. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Est-ce vraiment une coïncidence? Pensa Rosa. Peut-être que, dans la vie, tout est lié? Peut-être n'était-ce pas un hasard si elle se retrouvait ici, à s'occuper de l'homme qui, 20 ans plus tôt, aurait pu changer son destin? Elle refuse de me reconnaître comme sa mère, dit doucement Rosa. Elle exige que notre lien reste secret. Et je la comprends. Qui voudrait d'une mère criminelle? Ne dites pas ça, fronça les sourcils Georg. Vous n'êtes pas une criminelle.
Vous êtes une victime. Des circonstances. Et du système. Il fit une pause, rassemblant ses forces pour parler plus longtemps. Je lui parlerai. Nous avons travaillé ensemble au sein du fond. Elle me respecte. Non, secoua la tête Rosa. Ce sont nos affaires de famille. Elle a le droit à ses sentiments. Moi, je voudrais seulement voir mon petit-fils. Une fois, même de loin. Vous le verrez, affirma Georg avec conviction. Je vous le promets. Rosa eut un sourire triste. Comment cet homme paralysé, cloué au lit, pouvait-il influencer sa relation avec sa fille? Mais elle ne contredit pas. Elle voyait combien il tenait à se sentir utile. Merci, dit-elle simplement, et reprit son travail. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Elle se tourna et se retourna sur son lit étroit, repassant en mémoire chaque détail de sa rencontre avec Alma. Comme elle était belle, sa fille. Sûre d'elle, accomplie et si froide, si distante. 20 ans avait-il vraiment effacé tout amour entre elles? Et son petit-fils, Maximilien, à quoi ressemblait-il? À qui tenait-il? Savait-il au moins qu'il avait une grand-mère, ou bien était-elle pour lui belle et bien morte? À l'aube, Rosa finit par sombrer dans un sommeil agité. Elle rêva de la petite Alma, en uniforme scolaire, courant dans un champ avec un bouquet de marguerites. « Maman !» criait-elle en tendant les fleurs. Mais Rosa, malgré ses efforts, n'arrivait jamais à la rejoindre. La distance restait la même. Elle s'éveilla au son de son téléphone. Un numéro inconnu s'affichait. « Allô ?» répondit-elle d'une voix ensommeillée. « Rosa ?» dit une voix masculine. « Ici Bernard, le fils de Georg Kroos. J'ai besoin de vous parler. Aujourd'hui. C'est important. » Rosa ne se souvenait pas de l'avoir rencontré, mais elle avait souvent entendu son nom. Le personnel disait qu'il venait rarement, mais appelait sans cesse Henriette pour donner des ordres et se plaindre. « Un vrai salaud, disait franchement Sylvie. Il ne pense qu'à l'argent. Son père est encore vivant, et lui se partage déjà l'héritage. » Ils convinrent de se retrouver dans le parc, près de la maison de retraite. C'était une froide journée d'octobre, sous un ciel bas et menaçant. Rosa serrait son vieux manteau, donné par une collègue, et guettait avec inquiétude. Pourquoi le fils de Georg voulait-il la voir? Bernard arriva avec 20 minutes de retard, dans une voiture luxueuse. Il claqua la portière, s'approcha de la chaise où Rosa attendait et s'assit, en balayant du revers de la main une poussière invisible. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, dégarni, au ventre proéminent, portant un manteau chic et une montre en or. Rien dans son allure ne rappelait son père, toujours distingué malgré la maladie. « Vous êtes Rosa ?» demanda-t-il sans saluer. « Oui, répondit-elle. Et vous êtes Bernard ?»« Exact. » Il la détailla d'un regard scrutateur. « Alors c'est vous, la soignante principale de mon père ?»« Je m'occupe de Georg, oui, dit prudemment Rosa. Mais je ne suis pas la seule. » Bernard haussa les épaules. « Peu importe. Je voulais vous parler de son état. D'après vous, est-il capable de prendre des décisions par lui-même? De comprendre ses actes ?» Rosa sentit la méfiance l'envahir. « Georg a toute sa lucidité, répondit-elle fermement. Il a des difficultés de langage et de mouvement, mais son esprit est intact. » Bernard grimaça. « Et sur quelle base vous avancez ça? Vous êtes médecin? » J'ai travaillé 20 ans comme infirmière, dit calmement Rosa. Et aussi en unité médicale dans un autre établissement. J'ai vu assez de patients victimes d'AVC pour savoir distinguer les troubles physiques des troubles cognitifs. Très bien, concéda Bernard. Mais n'avez-vous pas remarqué des bizarreries dans son comportement? Des propos incohérents? Des idées étranges? Rosa secoua la tête, interloquée. Non. Il lit beaucoup, il réfléchit clairement. Nous parlons souvent de littérature, de l'actualité. Et il n'a rien dit sur son héritage? Coupa Bernard, se penchant vers elle. Sur ses biens, ses comptes, son appartement? Voilà donc le vrai sujet. Rosa comprit aussitôt que Sylvie avait raison. Non, répondit-elle d'un ton ferme. Nous ne parlons pas de ça. Je suis sa soignante, rien de plus. Bernard se renversa contre le dossier, l'observant avec suspicion. Mais vous n'êtes pas que sa soignante, pas vrai? Il m'a demandé de vous rencontrer. Il a dit que vous étiez quelqu'un de spécial pour lui. Alors ne jouez pas l'innocente. Rosa resta interdite. Georg avait parlé d'elle à son fils? Spécial? Que entendait-il par là? Je passe plus de temps avec lui que les autres, oui, admit-elle prudemment. Je lui lis, nous discutons parfois. Mais rien de plus. Bien sûr, dit Bernard avec ironie. Et le fait qu'il ait changé son testament après votre arrivée, c'est aussi un hasard? Quoi? Rosa écarquilla les yeux. Quel testament? Je n'en sais rien. Bernard la scrutait, cherchant la moindre faille. Mais voyant sa sincérité, il fronça les sourcils. Il y a 2 semaines, un notaire est venu. Mon père a modifié son testament. Et personne, à la maison d'automne, ne veut me dire quoi. Secret professionnel, soi-disant. Mais j'ai appris que vous étiez avec lui ce jour-là. Alors, inutile de nier. Vous savez ce qu'il a décidé. Rosa secoua la tête. Oui, j'étais là. Mais quand le notaire est arrivé, on m'a demandé de sortir. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. C'était la pure vérité. Elle se souvenait bien de cette journée. Henriette l'avait prévenue de préparer la chambre, mais elle-même n'avait pas assisté à l'entretien. Je ne vous crois pas, lâcha Bernard sèchement. Mon père vous fait confiance, il a sûrement parlé. Et même si c'était le cas, c'est son droit, répondit Rosa avec calme, en se levant.
Allez lui demander directement. Moi, j'ai du travail qui m'attend. Peu à peu, Rosa se retourna pour partir, mais Bernard l'attrapa par la manche. Attendez, je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que je m'inquiète pour mon père. Dans son état, qui sait ce qu'il a en tête après son AVC? Et si quelqu'un le manipulait? Par exemple, vous? Georg sait très bien ce qu'il fait, répéta Rosa. Et s'il a modifié son testament, c'est qu'il avait ses raisons. Vous savez qu'il a 3 petits-enfants? Lança soudain Bernard. Dominique, le fils de ma sœur, et mes 2 garçons, Julien et Philippe. Ils ont besoin de soutien, d'études, d'avenir. L'appartement au centre de Lyon vaut une fortune. Il est normal qu'il reste dans la famille. C'est à Georg de décider, répondit Rosa en haussant les épaules. Et je répète, je ne connais pas le contenu de son testament. Mais si vous le saviez, insista Bernard. Si jamais il décidait de laisser quelque chose à une étrangère? Vous trouvez ça juste? Rosa le fixa longuement. Un doute s'insinua dans son esprit. Et si Georg avait vraiment parlé d'elle dans son testament? Non, c'était impossible. Pourquoi l'aurait-il fait? Toutes ces questions, voyez-les avec votre père, dit-elle fermement. Excusez-moi, je dois y aller. Elle se dégagea et s'éloigna rapidement dans l'allée, sentant dans son dos le regard lourd de Bernard. Son instinct lui disait que cette histoire n'était pas terminée. De retour à la maison de retraite, Rosa alla droit à la chambre de Georg. Il sommeillait, mais ouvrit les yeux dès qu'elle entra. « Ah, c'est vous, sourit-il. Je vous attendais. » Georg attaqua Rosa sans détour. « Votre fils m'a appelé. Nous nous sommes vus au parc. Il m'a parlé de votre testament. » Le sourire disparut. Le professeur fronça les sourcils. « Ce foutu gamin. Il n'attend que ma mort. Il m'a dit que vous l'aviez changé, » poursuivit Rosa. « Et pour une raison que j'ignore, il croit que je sais ce que vous avez modifié. » Georg la fixa longtemps, comme s'il pesait ses mots. Puis dit lentement. « Je vous ai laissé quelque chose. Un petit appartement en périphérie. Je l'avais acheté il y a longtemps et loué. Ce n'est pas grand-chose, mais suffisant pour vivre. » Rosa s'assit, abasourdie. « Vous m'avez légué un appartement? Mais pourquoi? Je ne suis qu'une aide-soignante. » « Vous savez pourquoi, » répondit doucement Georg. « Je vous dois ça. Pour ces 20 années. » « Mais ce n'est pas juste, » balbutia Rosa. « Vous avez une famille, des enfants, des petits-enfants. C'est à eux que ça revient. » « Ils ont déjà tout, » trancha Georg. « Et vous? Vous n'avez rien. C'est la justice. » Rosa resta muette. L'idée d'avoir enfin un toit à elle, qu'on ne pourrait pas lui reprendre, l'attirait comme un rêve. Mais accepter un tel don de celui qu'elle avait tant haï pour son silence au procès lui paraissait insensé. « Je ne peux pas accepter, » murmura-t-elle enfin. « C'est trop. Beaucoup trop. »« Vous pouvez, » répliqua Georg avec obstination. « Et vous accepterez. Point final. » Il ferma les yeux, mettant un terme à la conversation. Rosa sortit de la chambre, la tête en feu. Un appartement. À elle. Cela changeait tout. Les jours suivants passèrent dans une attente inquiète. Rosa s'attendait à revoir Bernard d'un moment à l'autre, mais il ne revint pas. Et c'est un vendredi qu'arriva l'imprévu. Henriette apparut sur le pas de sa chambre avec une nouvelle. Le lendemain, une délégation entière du fonds viendrait, avec la présidente en personne. Alma Keller veut organiser une soirée musicale pour les résidents, expliqua la chef infirmière. Son fils étudie au conservatoire et jouera du violon. D'autres jeunes du projet caritatif se produiront aussi. Il faut préparer la salle. Vous nous aidez? Bien sûr, répondit Rosa, cachant tant bien que mal son trouble. Le fils d'Alma allait jouer du violon? Alors ce serait sa chance de voir son petit-fils. Même de loin, en secret, mais enfin le voir. Le lendemain, elle participa aux préparatifs, installer les chaises, suspendre des guirlandes, coiffer les résidentes enthousiastes. Tout le temps, son cœur battait fort. Bientôt, elle verrait Maximilien. À 3 heures, tout était prêt. Les résidents prirent place, le personnel s'affairait encore. Rosa s'assit dans un coin discret, d'où elle voyait bien la scène sans être remarquée. Les portes s'ouvrirent. La délégation entra. En tête, Alma élégante, tirée à 4 épingles, les cheveux relevés. Derrière elle, une assistante avec une pochette. Et enfin, un groupe d'adolescents portant leurs instruments. Rosa les dévorait des yeux. Lequel était Maximilien? Ce grand brun sérieux? Celui aux cheveux ébouriffés? Ils étaient 5, tous avec des étuis de violon. Alma monta sur scène et prononça un discours sur l'importance du lien entre générations. Rosa l'écoutait à peine, rivée aux garçons assis au premier rang. Puis Alma conclut. Et maintenant, je suis fier de vous présenter les élèves du conservatoire. Ils joueront Vivaldi et Mozart. Les jeunes montèrent sur scène. Alma les présenta un par un. Lucas Kuhn, premier violon. Pierre Croze, second violon. Sophie Legrand, alto. Thomas Leroy à violoncelle. Et Maximilien Keller, violon solo. Rosa eut le souffle coupé. Maximilien. Le voilà. Son petit-fils. Grand, mince, le visage sérieux, le dos droit. Des cheveux clairs soigneusement coiffés, des traits fins, comme Alma à son âge. Et surtout, ses yeux bleus, limpides, attentifs. Les mêmes que Maurice, avant que l'alcool ne les éteigne. Maximilien leva son violon, s'immobilisa un instant, puis fit résonner les premières notes de Vivaldi, douces et pénétrantes, qui emplirent la salle. Rosa ne pouvait détacher les yeux de son petit-fils. Comme il ressemblait à sa mère.
La même concentration, la même détermination dans le regard. Elle ne remarqua même pas quand des larmes commencèrent à couler sur ses joues. 20 ans. 20 longues années sans savoir qu'il existait. Et maintenant, il était là, devant elle. Presque adulte, talentueux, beau. Et totalement étranger. À ce moment-là, Maximilien leva les yeux et croisa furtivement le regard de Rosa. Elle se figea, retenant son souffle. Mais déjà son regard glissait ailleurs, absorbé par la musique. Après le concert, un petit buffet fut organisé. Le personnel servait du thé et des biscuits, les résidents bavardaient avec les invités. Rosa sortit discrètement de la salle. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient. Elle avait vu son petit-fils. Elle garderait cette image en mémoire, lui, jouant du violon, concentré sur ses partitions, esquissant un sourire lorsqu'il maîtrisait un passage difficile. Elle avançait dans le couloir, sans rien remarquer autour d'elle, lorsqu'une voix l'arrêta. « Excusez-moi. » En se retournant, Rosa vit Maximilien. Il se tenait à quelques pas d'elle, son étui de violon à la main. « Savez-vous où je pourrais trouver le professeur Croze » demanda-t-il. « On m'a dit qu'il séjournait ici. » Rosa le fixait, incapable de prononcer un mot. De près, il ressemblait encore plus à Alma. Les mêmes yeux, la même inclinaison de la tête. « Pardonnez-moi, vous ne vous sentez pas bien » s'inquiéta le jeune homme en remarquant son trouble. « Non, tout va bien » finit-elle par murmurer. « Georg Croze est dans la chambre 12, au 2e étage. Je peux vous accompagner. » « Merci » sourit Maximilien. « J'aimerais beaucoup lui rendre visite. Maman dit qu'il a beaucoup fait pour notre fondation. » Ils avancèrent dans le couloir. Rosa se tenait légèrement en retrait pour mieux l'observer. Sa démarche légère exactement la même qu'Alma jeune. « Vous travaillez ici depuis longtemps » demanda poliment Maximilien, rompant le silence. « Depuis quelques mois » répondit Rosa, tâchant de garder une voix stable. « Et vous jouez du violon depuis longtemps » « Depuis mes 6 ans » répondit-il avec un sourire. « C'est maman qui a insisté. Au début je ne voulais pas, puis je suis tombé amoureux de l'instrument. L'an prochain, je veux entrer au conservatoire. » « C'est merveilleux » dit Rosa avec sincérité. « Vous avez du talent. » Arrivée devant la chambre, Rosa frappa doucement puis entr'ouvrit la porte. « Georg, vous avez de la visite. » Le professeur était à demi assis sur son lit, un livre à la main. Voyant qui entrait, il posa le volume et sourit chaleureusement. « Maximilien. Quelle surprise !»« Bonjour, professeur » répondit le jeune homme, radieux. « J'ai appris que vous étiez ici et j'ai voulu venir vous voir. Comment allez-vous »« Mieux » dit Georg Croze. « Assieds-toi, raconte-moi. » Rosa referma doucement la porte, les laissant seuls. Mais avant de partir, elle entendit Georg demander. « Et ta mère, elle sait que tu es ici ?»« Non » avoua Maximilien. « J'ai dit que j'allais chez des amis. Elle ne veut pas que je vous rende visite. » « C'est étrange, non ?» La porte se ferma, et Rosa n'entendit pas la suite. Mais une chose était claire, cette rencontre n'était pas due au hasard. Georg avait, d'une façon ou d'une autre, favorisé ce rapprochement. Dans les jours suivants, Maximilien revint à 2 reprises. Rosa le vit gravir l'escalier, son étui de violon à l'épaule, entrer discrètement dans la chambre de Georg, rester des heures auprès de lui, parfois en jouant. De loin, en cachette, elle observait son petit-fils, incapable de s'approcher davantage. Peur de rompre l'équilibre fragile de sa vie. Un soir, en apportant le dîner à Georg, elle les surprit en pleine conversation. « Vous savez, j'ai bientôt une audition pour le conservatoire » disait Maximilien. « Une session anticipée, spéciale. Si je réussis, l'an prochain je serai déjà étudiant. »« Tu réussiras » affirma Georg. « Tu as du talent. »« Maman est contre » soupira le garçon. « Elle veut que je fasse de l'économie ou du droit. Elle dit que la musique, ce n'est pas sérieux, que je ne pourrai jamais en vivre. Et toi, qu'en penses-tu » « Moi, je veux faire de la musique » dit Maximilien avec fermeté. « C'est la seule chose que j'aime vraiment, et que je sais faire. Mais maman elle a tellement fait pour moi, je ne veux pas la décevoir. » Rosa déposa discrètement le plateau, prête à s'éclipser. Mais Georg la remarqua. « Rosa, venez donc. » Maximilien parlait de ses projets. Elle hésita, paralysée. Son petit-fils la regardait avec une politesse curieuse, ignorant tout de leur lien. « Je ne voulais pas déranger » murmura-t-elle. « Vous ne dérangez pas » insista Georg avec un sourire. « N'est-ce pas, Maximilien ?»« Bien sûr » acquiesça le garçon. « Je me souviens de vous, vous m'avez conduit jusqu'à lui la première fois. Vous aimez la musique, vous aussi ?» Rosa s'assit timidement sur le bord d'une chaise, essayant de calmer le tremblement de ses mains. « Oui » dit-elle doucement. « Beaucoup. Surtout le violon. »« Alors je vais jouer pour vous aussi » dit Maximilien en ouvrant son étui. « C'est la chaconne de Bach. Je la prépare pour l'audition. » Il commença à jouer, et Rosa resta immobile, craignant de bouger. La musique emplit la petite chambre, se réverbérant sur les murs, pénétrant jusqu'au plus profond du cœur. Maximilien jouait avec ferveur, les yeux fermés, entièrement absorbé par la mélodie. À cet instant, il ressemblait tellement à la jeune Alma que Rosa en eut le souffle coupé. La même petite ride entre les sourcils quand il se concentrait, la même légère inclinaison de la tête. Lorsqu'il eut terminé, un silence pesant s'installa. Rosa ne pouvait prononcer un mot, sa gorge était serrée par l'émotion. C'était magnifique, réussit-elle enfin à dire. «
Vous êtes très doué. Merci, répondit Maximilien avec un sourire timide. Mais maman pense que ce n'est qu'un passe-temps. Elle dit que les musiciens n'ont plus leur place aujourd'hui. Ta maman se trompe, dit Georg d'une voix ferme. Le vrai talent trouve toujours sa voie. Ta maman s'inquiète seulement pour toi, ajouta doucement Rosa. Elle veut que tu sois à l'abri du besoin, que tu aies une vie stable. Vous parlez comme elle, soupira Maximilien. Sauf qu'elle ajoute aussi que je dois reprendre l'entreprise familiale. On a une société de construction et une fondation. Elle veut que j'hérite de tout ça. Et toi, tu n'en as pas envie ? Demanda Rosa prudemment. Je ne sais pas, haussa-t-il les épaules. Travailler dans la fondation, aider les gens, ça me plaît. Mais je ne me vois pas coincé dans un bureau, costume-cravate, de 9 à 6. Il fit la grimace. Ce n'est pas moi. Georg les observait tour à tour, comme s'il assistait à une pièce captivante. Et ton père, qu'en pense-t-il ? Demanda Rosa. Le visage de Maximilien se ferma aussitôt. Je ne connais pas mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. Il vit quelque part en Europe, mais on n'a aucun contact. Rosa hocha la tête, sans savoir quoi répondre. Elle aurait voulu serrer son petit-fils dans ses bras, lui dire qu'elle le comprenait, qu'elle l'encouragerait quel que soit son choix. Mais elle n'en avait pas le droit. Pour lui, elle n'était qu'une aide-soignante, une connaissance de passage. On ne doit jamais enterrer un talent, déclara Georg avec fermeté. Je parlerai à ta mère. À cet instant, le téléphone de Maximilien sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et grimaça. C'est maman. Elle doit me chercher. Je lui ai dit que j'allais chez un prof particulier. Il décrocha vite, la rassura, promit de rentrer bientôt, puis prit congé. Rosa le suivit des yeux, le cœur serré. C'était exactement ainsi qu'Alma s'éloignait autrefois pour aller à l'école, voir des amis, ou patiner. Et elle se retournait toujours sur le pas de la porte, la main agitée en signe d'au revoir. Maximilien, lui, ne se retourna pas. « Merci, » dit Georg quand ils se retrouvèrent seuls. « Merci pourquoi » s'étonna Rosa. « De ne pas vous être trahi. De ne pas lui avoir dit qui vous êtes. » Elle baissa les yeux. « Ce n'est pas à moi de le lui dire. Si Alma ne veut pas qu'il sache. » Elle a peur, souffla Georg. Peur de perdre son respect. Elle s'est forgée une image de femme d'affaires irréprochable, de bienfaitrice. Et voilà qu'apparaît une mère marquée comme criminelle. Je comprends, acquiesça Rosa. Je ne lui en veux pas. 20 ans, c'est long. Elle a grandi sans moi, elle a réussi seule. Je n'ai aucun droit d'imposer quoi que ce soit dans sa vie. Et dans celle de ton petit-fils ? Demanda Georg. Rosa réfléchit longuement. Maximilien, c'est différent. Il est presque adulte, il peut décider par lui-même. Si un jour il apprend la vérité, il pourra choisir s'il veut connaître sa grand-mère ou pas. Mais quand ? Insista Georg. N'attendez pas trop. J'ai eu 20 ans pour réparer mon erreur. Je ne l'ai pas fait. Et je le regrette chaque jour. Rosa garda le silence, ruminant ses paroles. Il avait raison sur un point, la vie est trop courte pour repousser indéfiniment les décisions importantes. Mais elle ne voulait pas détruire le lien fragile entre Alma et son fils. J'y réfléchirai, dit-elle enfin. Pour l'instant, ça me suffit de le voir jouer, de savoir qu'il va bien. Le lendemain, Rosa était en repos. Elle décida de se promener en ville. Le ciel était clair, l'automne doré à son apogée. Les feuilles craquaient sous ses pas, l'air sentait la terre humide et les pommes. Sans s'en rendre compte, elle arriva devant le bâtiment du conservatoire. Une façade majestueuse, colonnes, escaliers, statues de compositeurs à l'entrée. Tant de musiciens talentueux étaient passés par là. Et bientôt, peut-être, son petit-fils aussi. Elle contemplait l'édifice lorsqu'une voix familière résonna. « Rosa, qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle se retourna et aperçut Maximilien, son violon à la main. « Je me promenais, » répondit-elle, prise de court. « Et vous ?»« J'ai un cours avec le professeur Dufresne, » expliqua le garçon avec un sourire. « Il enseigne ici et accepte de m'aider avant l'audition. Vous aimez la musique classique ?»« Oui, » acquiesça Rosa. « Surtout Tchaïkovski. Et Vivaldi. »« Super !» s'enthousiasma Maximilien. « Justement, je prépare une pièce de Tchaïkovski. Vous voulez que je vous la joue la prochaine fois que je viendrai voir le professeur Krause ? » « Avec plaisir, » dit-elle en souriant. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, une grand-mère et son petit-fils qui ignorait qui elle était. Rosa scrutait son visage, gravant chaque trait dans sa mémoire. À cet instant, elle avait envie de saisir ses mains, de lui dire la vérité, mais elle se retint. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit soudain Maximilien en penchant la tête de côté, exactement comme le faisait Alma enfant. « Je n'arrive pas à savoir qui. Vous avez des yeux très familiers. »« Sans doute une coïncidence, » répondit Rosa à la hâte. « Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. »« Peut-être, » acquiesça le garçon. « Bon, je dois filer en cours. À bientôt chez le professeur. » Il gravit les marches du conservatoire d'un pas léger et disparut derrière les portes. Rosa resta longtemps à le regarder s'éloigner. « Vous avez des yeux très familiers, » avait-il dit. Le sang ne ment pas. Quelque part au fond de lui, il pressentait ce lien sans en comprendre l'origine. Sur le chemin du retour, elle repensait aux mots de Georg. Ne tardez pas. Avait-il raison ? Était-il temps d'avouer la vérité à son petit-fils ? Mais qu'en dirait Alma ? Comment réagirait-elle ? Perdue dans ses pensées, Rosa ne remarqua pas tout de suite la voiture noire garée devant l'entrée de la maison de retraite.
Ce n'est que lorsqu'une grande silhouette s'en détacha pour lui barrer la route qu'elle revint à la réalité. « Bonsoir, Rosa, dit Bernard, le fils de Georg. Nous devons avoir une conversation sérieuse. » Dans sa main brillait quelque chose, un dossier, ou autre chose? À propos de quoi? Demanda-t-elle avec méfiance. De mon père, répondit Bernard, et une menace vibrait dans sa voix. Et de ce que vous manigancez avec lui. Pendant ce temps, dans la chambre de Georg, un autre visiteur était présent. Alma était assise près du lit, l'air profondément irrité. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle sèchement. « Pourquoi poussez-vous mon fils à venir ici? Pourquoi le mettez-vous en contact avec elle ?»« Je ne vois pas de quoi vous parlez, répliqua Georg d'un ton égal. « Bien sûr que si, insista Alma en se penchant vers lui. Maximilien m'a dit qu'il venait jouer pour vous, et qu'il avait rencontré ici une aide-soignante très gentille qui aime la musique. C'est elle, n'est-ce pas? Ma mère ?» Georg garda le silence, la fixant calmement. « Vous n'avez pas le droit de vous mêler de ma vie, poursuivit Alma, ni de celle de mon fils. J'ai passé 20 ans à tout reconstruire, à le protéger de la vérité, à bâtir une réputation irréprochable pour notre famille. Qu'y a-t-il donc de si effrayant dans cette vérité? Demanda doucement Georg. Qu'une femme ait voulu se défendre contre la violence conjugale? Qu'elle ait purgé 20 ans de prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis? Vous ne savez rien, trancha Alma. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu. J'étais là, dit Georg avec une fermeté inattendue. J'ai tout vu, et entendu. Chaque jour, votre père rentrait ivre. Il frappait votre mère. Il la menaçait de mort. Et moi, je suis resté muet. Pendant toutes ces années. Les yeux d'Alma s'écarquillèrent. Elle le fixait, abasourdie. Vous connaissiez mes parents? Murmura-t-elle. J'habitais l'étage au-dessus, acquiesça Georg. J'étais témoin au procès. Mais je n'ai pas dit la vérité. J'ai eu peur. Et votre mère a payé 20 ans à ma place. Il reprit son souffle et ajouta, en la regardant droit dans les yeux. Il est temps de mettre fin à cette injustice, Alma. Votre mère a déjà trop souffert. Ne lui refusez pas, en plus, son petit-fils. Alma resta silencieuse, la tête baissée. Vous étiez une enfant, reprit doucement Georg. Vous ne pouviez pas tout comprendre. Mais aujourd'hui, vous êtes une femme adulte. Vous pouvez voir la vérité. Et qu'est-ce que ça changera? Demanda Alma d'une voix lasse. 20 ans ont passé. Nous sommes devenus des étrangères. Mais Maximilien, rappela Georg. Il a le droit de savoir qu'il a une grand-mère. À cet instant, Rosa entra dans la chambre. Alma, je ne te demande pas de changer de vie. Et je ne m'y mêlerai pas. Je voudrais seulement voir mon petit-fils de temps en temps. L'entendre jouer. Savoir qu'il va bien. Alma se leva d'un bond, le visage déformé par l'émotion. Tu écoutais aux portes? Je suis simplement venu voir Georg. C'est mon travail. Un lourd silence s'abattit. Alma fixait sa mère avec un mélange difficile à déchiffrer, colère, douleur, confusion. Alma, dit doucement Rosa. Je sais que je t'ai fait du mal. Que grandir sans mère a laissé une cicatrice en toi. Mais crois-moi, ce que j'ai fait ce soir-là, c'était seulement pour me défendre. Ton père a levé un couteau sur moi. Si je ne l'avais pas repoussé, il m'aurait tué. Et peut-être toi aussi. Je ne m'en souviens pas, murmura Alma. Je me rappelle seulement m'être réveillé à cause des cris, être sorti dans la cuisine et il y avait tant de sang. Tu pleurais, hocha la tête Rosa. Tu étais dans l'embrasure de la porte, et je n'ai pas pu venir te serrer dans mes bras. Les policiers me retenaient. Puis ils m'ont emmené. Pour 20 ans. Alma détourna le regard vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Je ne te demande pas pardon, poursuivit Rosa, car je ne me sens pas coupable d'avoir voulu survivre. Mais je t'en supplie, ouvre ton cœur. Pas pour moi. Pour Maximilien. Il mérite de connaître la vérité. Et s'il me rejette? Dit Alma d'une voix brisée. S'il m'en veut d'avoir menti toutes ces années? De lui avoir dit que sa grand-mère était morte, alors qu'elle était en prison? Il vous aime, répondit Georg d'une voix calme. Vous êtes sa mère. Rien ne changera cela. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. Maximilien apparut sur le seuil, et derrière lui se tenait Bernard. Maman? Dit le garçon, surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Alma sursauta, se retournant vivement. Maximilien? Pourquoi n'es-tu pas en cours? J'avais 1 heure libre, j'ai voulu passer voir le professeur, répondit-il, déconcerté, regardant tour à tour sa mère, Rosa et Georg. C'est quoi, une réunion de famille? On peut dire ça, ricana Bernard derrière lui. Tu ne présentes pas ta grand-mère à ta mère, gamin? Bernard, s'exclama Rosa. Tais-toi. Grand-mère? Répéta Maximilien, interloqué. De quoi il parle? Ma grand-mère est morte quand maman était enfant. Pas vraiment, rétorqua Bernard. Elle est juste là, devant toi. Rosa en personne. Tout droit sortie de prison, où elle a purgé 20 ans pour avoir tué ton grand-père. Tais-toi, lança soudain Georg d'une voix forte, claire, sans hésitation. Tous restèrent figés de stupeur. Bernard, dehors. Immédiatement. Le fils recula, décontenancé, mais tenta de se reprendre. Tu ne peux pas me mettre dehors, papa. Je suis ton fils, et eux, ce sont des étrangers. Ils te manipulent, ils veulent ton argent. Dehors, répéta Georg, plus fort encore, en se redressant dans son lit. Ou j'appelle la sécurité. Bernard, blême, recula vers la porte. Très bien, je pars.
Mais ce n'est pas fini. Je contesterai ton testament. Je prouverai que tu étais inapte quand tu l'as signé. Il sortit en claquant la porte. Un silence lourd s'installa. Maximilien passait son regard troublé de sa mère à Rosa. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Alma inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à plonger dans une eau glaciale. « Nous devons parler, mon fils. Assieds-toi. » Maximilien s'assit au bord du lit de Georg. Le professeur lui tapota doucement la main pour l'encourager. « Rosa est vraiment ta grand-mère, » dit Alma d'une voix basse. « Ma mère, elle n'est pas morte, comme je te l'ai dit. Elle a purgé une peine de prison. Pour meurtre. » « Meurtre ?» balbutia Maximilien, blême. « De qui ? » « De mon père, ton grand-père, » répondit Alma. « Mais c'était de la légitime défense. Il voulait la tuer. » Le jeune homme resta silencieux, digérant l'information. Puis il se tourna lentement vers Rosa. « C'est pour ça que vous m'avez semblé si familière. C'est pour ça que vous avez les mêmes yeux que maman. » Rosa hocha la tête, incapable de parler, les larmes aux yeux. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Maximilien en se tournant vers sa mère. « Pourquoi m'avoir caché ça toutes ces années ?»« J'avais peur, » admit Alma. « Peur que tu aies honte de nous. Que les autres se moquent de toi. Que ton avenir en souffre. Je voulais te protéger. »« Me protéger ?» répéta Maximilien, incrédule. « En m'empêchant de connaître ma grand-mère ? En me coupant de mes racines ?» Il se leva et s'approcha de Rosa. « Vous aviez quel âge quand c'est arrivé ? » « 45, murmura-t-elle. « Ta mère en avait 14. Et vous avez passé 20 ans en prison, dit-il d'une voix étranglée. Pour vous être défendu ? Il n'y avait pas de témoin, expliqua Rosa. Personne n'a voulu voir ce qu'il faisait. » Elle jeta un bref regard à Georg, qui baissa les yeux avec honte. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit quand on s'est rencontrés ?» demanda Maximilien. « Pourquoi vous êtes-vous tu ? » « Parce que ta mère ne voulait pas que tu saches, » répondit Rosa. « Et je n'avais pas le droit de passer outre sa volonté. » Maximilien réfléchit longuement, puis hocha la tête avec détermination. « Je dois digérer tout ça. C'est trop d'un coup. » Il se tourna vers Alma. « Maman, je rentre. J'ai besoin d'être seul. »« Bien sûr, » acquiesça Alma. « Je viendrai plus tard. Nous parlerons. » Le garçon se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna vers Rosa. « Grand-mère, je peux vous appeler ainsi ? » « Bien sûr, » souffla-t-elle, n'en croyant pas ses oreilles. « Je reviendrai demain, dit-il. Et je vous jouerai du Tchaïkovski. Comme promis. » Il sortit, laissant dans la chambre 3 adultes à la fois bouleversés et émus. « Il vous a appelé grand-mère, » sourit Georg. « C'est un bon signe. » Alma s'approcha de sa mère et prit timidement sa main. « J'ai besoin de temps, maman. Pour m'habituer. Pour pardonner, peut-être. Pas à toi. À moi-même. D'avoir vécu 20 ans dans le mensonge. »« Je comprends, ma fille, » murmura Rosa en serrant ses doigts. « Nous avons le temps. Désormais, nous l'avons. » Un an plus tard, dans un petit appartement de la périphérie de Lyon, une réunion inattendue avait lieu. Autour de la table festive étaient assis Rosa, Alma, Maximilien, désormais étudiant de première année au conservatoire, Georg dans son fauteuil mais beaucoup plus robuste qu'avant, et sa fille Camille. « À la pendaison de crémaillère !» lança Maximilien en levant son verre de jus. « Et à un nouveau départ !» Tous trinquèrent. Rosa regardait ses invités, le cœur rempli de gratitude. Un an plus tôt, elle n'aurait jamais osé rêver de ce moment. Un toit à elle, des liens retrouvés avec sa fille, un petit-fils qui venait souvent lui rendre visite et jouait pour elle du violon. Bien sûr, tout n'avait pas été simple. Bernard avait tenté de contester le testament de son père, mais le tribunal avait confirmé la pleine capacité juridique de Georg Kroos. Alma restait parfois distante, ses blessures n'ayant pas disparu d'un coup. Mais la guérison avançait, lentement mais sûrement. Après le dîner, quand chacun s'éparpilla dans les pièces, Rosa sortit sur le petit balcon. Georg la rejoignit, manœuvrant difficilement son fauteuil. « Belle vue, dit-il en contemplant les lumières de la ville. »« Oui, » sourit Rosa. « J'ai encore du mal à croire que c'est mon appartement. Mon propre toit. »« Vous l'avez mérité, » affirma Georg d'une voix ferme. « Après tout ce que vous avez traversé. » Ils se turent un instant, observant les fenêtres s'illuminer dans les immeubles voisins. « Vous savez, » dit Rosa d'un ton pensif, « j'ai longtemps cru, en prison, que la route vers la maison m'était définitivement fermée. Que j'avais tout perdu, famille, foyer, avenir. Mais j'ai compris qu'il suffit parfois de bâtir une nouvelle maison. Là où quelqu'un vous accepte. Et parfois, la vieille route ramène tout de même chez soi, » répondit Georg avec un léger sourire. « Il faut juste du temps. » De la pièce, les sons d'un violon s'élevèrent. Maximilien jouait du Tchaïkovski. La douce mélodie emplissait l'appartement, l'enveloppant de chaleur et de réconfort. « Oui, » murmura Rosa, émue. « Parfois, il faut simplement du temps. Et des mains tendues. » Elle adressa un regard reconnaissant à Georg. Sans lui, sans sa volonté de réparer l'erreur commise 20 ans plus tôt, elle ne serait pas là ce soir, à écouter son petit-fils, à sentir la présence encore fragile mais bien réelle de sa fille. « Merci de m'avoir pardonné, » dit Georg à voix basse. « À toi aussi, » répondit Rosa dans un sourire. Et la musique continua de résonner, reliant passé et présent, comblant les vides, refermant les blessures anciennes.
Une musique qui murmurait que toutes les routes ne mènent pas forcément à la maison, mais qu'on peut toujours bâtir une nouvelle maison là où il n'y avait jadis que le vide. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous inspire chaque jour à vous offrir de nouveaux récits passionnants. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez déjà découvrir notre prochaine histoire. Nous vous souhaitons le meilleur et beaucoup de bonheur dans votre vie.